Tout dépend de la question posée. Si on va poser une question qui nous plairait, est-ce que vous êtes pour la réintégration de la Loire-Atlantique dans la région Bretagne? Si on fait ça comme ça sèchement, eh bien, je suis persuadé qu'on perd le référendum. On le perdra parce que en Loire-Atlantique, la population est divisée en trois courants. D'une part, alors ça paraît contradictoire avec l'affirmation que la population est pour la réunification. Mais ce n'est pas contradictoire. C'est-à-dire que d'un côté, la population répond oui aux 2/3 pour la réunification, mais dès qu'on introduit la question des limites de la région, il n'y a plus cet accord. Et donc si le référendum porte sur B5, pour résumer, sur B5, eh bien ce sera non, parce qu'on n'aura pas d'accord, on n'aura pas le soutien de ceux qui veulent la réunification dans un cadre plus large. On pourrait dire une réunification portes ouvertes. Si je peux me permettre, par rapport à ce qu'a soulevé tout à l'heure Pierre-Yves Lorrain, j'entends la préoccupation. Dans l'hypothèse d'une consultation, le risque que la part de la population de Loire-Atlantique qui accepterait la réunification, mais dans le cadre d'un élargissement au-delà des 5 départements, j'entends l'argument, mais je trouve qu'il présente aussi des risques, à savoir de présenter les partisans de la réunification comme de potentiels annexionnistes. C'est-à-dire que non seulement ils ne veulent pas se contenter de la Bretagne réunifiée, ils veulent aller au-delà. Surtout si nous disons, oui, mais de toute façon, dans une région à 6 ou à 7, nous les Bretons, on sera majoritaires, donc on décidera. Ce discours-là peut aussi se retourner contre ce que nous voulons. Moi, au contraire, je pense qu'il faut dire, non, ce que nous voulons, c'est la réunification de la Bretagne. Ensuite, en même temps, se pose la question des relations avec les territoires voisins, bien entendu. Il ne s'agit pas de rétablir des frontières. Donc c'est pour ça que le projet de redécoupage de l'ensemble de l'ouest de la France, de 6 en 4 régions, et que Pierre-Yves a porté très tôt, dès les années 80, il me semble effectivement qu'il faut en même temps porter la réunification de la réunification et dire cette réunification peut se faire dans le cadre d'un redécoupage global de l'ouest de la France, qui aurait entre autres avantage d'ailleurs de donner 4 régions qui seraient beaucoup plus équilibrées démographiquement et économiquement que ne le sont les 6 régions administratives actuelles. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont envie de poser des questions, qui ont des choses à se dire, des contradictions, des choses qui les ont choqués peut-être. Donc on va faire passer un micro. On a pratiqué pas mal aujourd'hui l'amalgame, dans la mesure où on a beaucoup parlé des arguments pour la Bretagne, qu'on connaît déjà beaucoup dans leur dimension principale. Et ce n'est que depuis peu de temps qu'on se concentre sur les mots-clés, les raisons de cette réunion, du moins ce que j'en ai compris. Et ces mots-clés sont l'amendement, sont la démocratie, qui a quand même été prononcé, le mot de démocratie, qu'est-ce qui est démocrate et qu'est-ce qui ne l'est pas, sont le verbe concerner ou intéresser, les populations concernées, les populations intéressées, et enfin, une chose dont on n'a pas parlé, mais c'est quand même un mot-clé, ce sont les 3 opposants. Il s'agit de, n'est-ce pas, de 2 hommes de droite et d'un homme de gauche, donc, et non, ce serait, oui, Oxiette, Jean-Marc Ayrault, pardon, 2 de gauche, 1 de droite, et François Fillon. C'est pas pour, ça n'a pas une grande importance, qu'ils soient de droite et de gauche. C'est ce qu'ils ont dit. Dès le lendemain, dans la presse,
dès le lendemain de la notification de cet amendement, c'est ce qu'ils ont dit qui est important. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Et ils ont... Oh non, sur le fond, ils n'ont rien dit. Nous discutons sur le fond, mais ce n'est pas sur le fond qui nous entreprennent. Ils ont dit, il y a des gens qu'on va laisser tomber. N'est-ce pas? Ce sont les Sartois, etc. Et que vont-ils devenir? C'est toujours l'éternelle complainte. Et c'est surtout cela, leur argument. Et ils ont parlé aussi, comme Fillon, du passé, ça c'est un argument ancien. Mais, finalement, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans une bagnole avec 4 autres passagers. Et nous voyons passer une voiture à côté qui a une destination vachement plus intéressante que celle où va notre voiture, et puis qu'en plus on y retrouve des copains. Alors c'est là le sujet. Que dit la loi? La loi, elle dit, en droit français, nul n'est censé rester dans l'indivision. C'est un grand principe du droit français, je le pense. Il y a quelques juristes ici qui pourront me dire si c'est vrai ou pas vrai. Cette indivision, elle se traduit dans le droit français civil, par exemple le droit du divorce. Je ne pense pas qu'une personne qui veut divorcer demande l'autorisation à sa future ex-épouse ou ex-époux. Ça n'existe pas. Dans le droit des successions non plus. Dans le droit international non plus, puisqu'il existe un droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est là qu'il faut que ces personnages puissent répondre. Est-on démocratique quand on fait de telles réponses? Alors, sans doute d'autres interventions, non, n'hésitez pas. Bonsoir, Laurent Coirère. Moi j'ai bien entendu Christian Guillaume-Var qui disait qu'effectivement il va falloir porter la question au niveau présidentiel et ensuite au niveau politique à chaque échéance législative et tout ça. Donc j'aimerais savoir, moi, comment on fait avec un François Hollande qui est contre la réunification, avec un Jean-Marc Ayrault qui est contre la réunification, enfin de toute façon tous ceux qui risquent de gagner les élections vont être contre la réunification. Et donc, je ne parle même pas à notre ami qui a été au Parti Socialiste, qui est toujours, je pense. Comment on fait? Comment allez-vous faire, vous, au présidentiel, au second tour? Vous faites quoi? Vous appelez à voter pour les gens qui sont contre la réunification? Ou est-ce que vous allez prendre, vous, vos responsabilités une fois pour toutes? Je vais évidemment répondre à la question, mais sur l'intervention d'Yves Lenné, je vais faire une citation un peu amusante qui enchaîne tout à fait sur ce qu'il a dit. Le Conseil régional de Bretagne a mis en place cette année un groupe de travail interne sur la question de la réunification. Il a eu l'occasion d'auditionner notamment un professeur de droit public, constitutionnaliste bien connu, qui est Guy Carcassonne. C'était le 29 novembre. C'était avant, évidemment, le vote du 22 décembre. Et donc Guy Carcassonne avait conclu que, sur la base de l'amendement dit de Lège, la procédure de réunification, citation, était en l'état inapplicable. Et donc, pour sortir de cette impasse, il avait imaginé exactement la solution préconisée par l'amendement de Rugy Le Fur, et Guy Carcassonne la résumait de cette façon-là. Un texte futur donc pourrait demander le consentement du Conseil régional de Bretagne et du Conseil général de Loire-Atlantique. Commentaire de Guy Carcassonne, parce que je me permets de le dire, parce que ça renvoie tout à fait à ce que disait Yves Lenné. On ne demande pas son avis à Pays de la Loire, je ne demande pas son avis à celui avec qui je divorce. Pour le dire autrement, c'est le droit de divorce
sans consentement mutuel. C'est pour ça que l'image du divorce est intéressante. Et un point qui n'est pas négligeable, c'est que pour Guy Carcassonne, cette solution-là ne pose pas de problème constitutionnel. La loi pourrait tout à fait le prévoir. Il n'y a pas d'anticonstitutionnalité dans cette procédure-là. Pour ce qui est de la question posée concernant les élections, la formation politique à laquelle j'appartiens soutient à l'élection présidentielle une candidate qui a pris position très clairement pour la réunification administrative de la Bretagne. C'était au mois d'août en Provence, à Montsertoux. Alors, ce n'est pas forcément la partie de son intervention, elle l'a fait lors de l'université d'été des autonomistes régionalistes de l'État français. Ce n'est pas forcément la partie de son intervention qui a été la plus relayée dans les médias, même si il y a eu un petit écho dans le Télégramme et l'Ouest France. Donc, ma formation politique soutient une candidate qui a pris position pour la réunification administrative de la Bretagne, c'est Eva Joly. Ensuite, est-ce que les électeurs la placeront au second tour de l'élection présidentielle? Alors là, moi je veux dire, je ne suis pas en capacité de décider. Ce sont les citoyens qui décideront. Si d'aventure elle n'était pas présente au deuxième tour, se posera la question effectivement du choix. Si celui qui est aujourd'hui à l'Élysée est au second tour, face à un candidat démocratique, pas face à une candidate n'étant pas du camp démocratique, s'il est au second tour face à un candidat du camp démocratique, la formation politique à laquelle j'appartiens a d'ores et déjà adressé un message très clair. Nous ferons le nécessaire pour que Nicolas Sarkozy ne soit pas réélu pour un second mandat. C'est extrêmement clair et nous l'assumons très clairement. Nos voix n'iront pas à Nicolas Sarkozy d'une manière ou d'une autre, ça c'est clair. D'autres questions dans la salle? C'est l'abstention ou vote pour? Nous ne favoriserons pas un deuxième mandat de Nicolas Sarkozy. Chacun doit assumer son choix, mais évidemment, que ce soit François Bayrou, que ce soit François Hollande ou François Bayrou, qui n'est pas de gauche que je sache, je voterai sans état d'âme, moi qui suis de gauche, et qui s'assume comme tel, je voterai François Bayrou contre Nicolas Sarkozy, sans aucun état d'âme. Sarkozy, la question, c'est la réunification. Oui, c'est la réunification. Oui, non mais, certes, j'ai bien compris le sens, mais une élection comme celle-là ne se joue pas que sur la réunification administrative de la Bretagne. C'est ça le sens de ma réponse. Hollande est contre la réunification. Mais bien entendu, mais Nicolas Sarkozy est contre aussi. Est-ce que tu vas voter Hollande? Je voterai contre Sarkozy. Si c'est Hollande contre Sarkozy, je voterai Hollande. Si c'est Bayrou contre Sarkozy, je voterai Bayrou. Si c'est Sarkozy contre Marine Le Pen, je serais bien emmerdé. Et je pense sérieusement que si on avait cette option-là, je ne serais peut-être plus autonomiste, je passerais à un autre stade. Voilà. Bon, tout le monde le sait, la Loire-Atlantique a été séparée de la Bretagne antidémocratiquement. Bon, le référendum est quelque chose de démocratique. La question est, comment peut-on proposer quelque chose de démocratique face à ce qui a été fait antidémocratiquement? Une autre petite question qui vient juste derrière. Qu'est-ce qui arrive si ce référendum est négatif? Qui veut répondre en premier? Si le référendum est négatif, eh bien, nous continuerons. C'est tout. C'est que dans un système juridico-politique dans lequel nous vivons, il est particulièrement difficile pour les minorités de perdurer dans l'être. Voilà. Et pourtant, nous sommes toujours là. Mais si nous n'avons pas, pour X raison, cette réunification de nos territoires, nous continuerons. C'est tout. Nous resterons là. Nous travaillerons. On va développer tout ce que l'on pourra bien développer. Tôt ou tard, on aura gain de cause. Ça mettra peut-être encore plus de temps. Maintenant, je serais tenté de dire, le diable, il est en nous. Je ne sais plus qui a dit cette phrase d'ailleurs, mais le diable, il est en nous. C'est-à-dire que le jour où on terrassera le jacobinisme
les Bretons arrêteront de se retourner contre eux, mais vont apprendre à faire avec eux. On a tout un cheminement à faire, à celui de voir nos parents, la génération de nos parents. C'est long, très long. En Loire-Atlantique aussi, quelque part, il y a une évolution à faire. Mais il y a des ferments qui sont là, c'est très dynamique. Et puis, dans le système juridico-politique dans lequel on est, il y a des fractures. On a parlé de Paris, Pierre-Yves a parlé du Grand Paris, c'est hallucinant. Moi, je n'ai pas entendu Le Drian taper du poing sur la table. Pourtant, c'est lui qui aurait dû le faire. Enfin bon, c'est vrai que les élus, en général, les élus qui comptent, ne disent pas grand-chose. Mais on va vers des fractures de plus en plus fortes entre Paris, ces 6-7 millions de personnes qui détiennent le pouvoir, la richesse, qui transmettent tout ça à leurs enfants, parce que l'égalité des chances, n'en parlons plus. Pour nous, c'est fini. On ne pourra pas payer à nos enfants des études à Paris, c'est pas la peine. Bon, dans ce système-là, tôt ou tard, ça va craquer, c'est évident. Et même si les partis politiques, je pense là au PS, qui a un rôle capital, qui aurait dû pousser pour la réunification, me semble-t-il, le PS. Dans les années 70, relisons un peu la littérature, mais on parlait d'aliénation sociale, et d'aliénation culturelle, d'aliénation des peuples. Qui parle de cela aujourd'hui au PS, le PSU, la deuxième gauche? Qu'est-ce qu'il en reste? On a affaire à un parti bourgeois, je le dis comme je pense, mais voilà. Donc ce parti politique a réussi, quelque part, à neutraliser la question culturelle, la question identitaire. Mais ça ne va pas durer longtemps. En même temps, il se coupe du peuple, il se coupe de la base, et tôt ou tard, de toute façon, nous aurons... oui, ça ne pourra que bouger, parce que de toute façon, la situation dans laquelle on est déjà assez tragique pour une minorité, un peuple. Voilà. On peut pas, les partisans de la réunification administrative de la Bretagne ne peuvent pas donner le sentiment de craindre le suffrage populaire. Au contraire, on doit dire, nous, on veut l'expression du suffrage populaire. Et si cette hypothèse d'un échec, effectivement, se réalisait, moi, je suis tout à fait d'accord, ce ne sera pas la fin du monde. On peut imaginer un suffrage à une échéance ultérieure. Le combat continuera. Moi, j'ai choisi un combat politique, je pense qu'on peut le dire, quand même, le reconnaître, en Bretagne, qui n'est pas le plus simple. Être autonomiste en Bretagne, c'est pas facile. Ça allait un peu plus en Catalogne, au Pays Basque ou en Écosse. Si j'avais dû être déçu, désespéré à chaque élection, je serais rentré chez moi cultiver mon jardin depuis longtemps. Donc voilà, je me projette dans l'élection suivante, et je suis absolument convaincu, c'est un autre sujet, celui de l'autonomie de la Bretagne. On peut être pour la réunification et contre l'autonomie de la Bretagne, bien entendu. Mais je vois qu'on va vers ça. Aujourd'hui, si on a un début de régionalisation en Bretagne, ça a été dit par Jean Olivreau, c'est parce qu'il y a des gens, à travers le Célib, il y avait des autonomistes au Célib dès les années 50-60, qui ont porté cette idée de régionalisation, qui s'est généralisée aujourd'hui en France. Donc je suis convaincu qu'on aura un système fondé sur des autonomies en France. On ne peut pas dire si c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Je suis convaincu aussi que les Bretons, avec les Corses, avec les Alsaciens, vont permettre cette évolution générale. Donc ne donnons pas le sentiment de craindre le suffrage populaire. Allons devant les électeurs. Si on ne gagne pas cette fois-là, on gagnera la fois d'après. Justement, pour continuer, c'est souvent ce qui a approché aux partisans de la réunification, c'est d'avoir un projet pas politique. On l'a vu dans les réactions qui étaient faites par M. Clergeau et consorts localement, c'est-à-dire et où sont les questions sociales et où sont les questions économiques, environnementales et tout. Mais est-ce que justement, en fait, plutôt que de poser la question d'un unique changement des limites administratives, est-ce que c'est pas le moment aussi de poser la question à l'ensemble des Bretons, mais sur le projet pour cette Bretagne réunifiée, sur un nouveau projet démocratique, un nouveau projet institutionnel? Je ne sais pas. S'il y a eu des gens... Pour moi, il est clair qu'une Bretagne réunifiée permettra plus facilement de franchir l'étape de l'autonomie politique, de l'accession à un pouvoir législatif en Bretagne. C'est clair. Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais j'admets aussi, et il faut le dire très clairement, qu'on ne doit pas confondre les deux sujets. S'il fallait être autonomiste pour être pour la réunification, ce serait difficile de dégager une majorité aujourd'hui en Loire-Atlantique, je pense. Donc ce sont deux sujets distincts. Mais effectivement, derrière la réunification, il y a
la possibilité institutionnelle de construire un projet politique pour la Bretagne, un projet d'émancipation économique, sociale, environnementale, culturelle. Ça me paraît évident, mais bon, c'est un sujet autre, sachant qu'évidemment, qui dit projet politique pour une société, dit débat contradictoire. Parce que dans toute société démocratique, il y a des visions diverses de ce que doit être la société et de ce vers quoi elle doit cheminer. Donc on ne peut pas... Je ne pense pas que les partisans de la réunification doivent s'entendre tous sur la vision de la Bretagne. Parce que parmi les partisans de la réunification, il y a des gens de droite et de gauche, des démocrates de droite et de gauche. Et c'est très bien comme ça. Pour qu'on gagne ce combat de la réunification, il faut dépasser le clivage droite-gauche. Et je suis de gauche, je l'assume, mais sur la question de la réunification, comme sur la question linguistique et culturelle, il faut dépasser le clivage droite-gauche. Et c'est pour ça que j'ai applaudi des deux mains l'amendement de Rugy-Le Fur, qui associe des députés de droite et de gauche, et y compris parmi ceux qui l'ont voté, qui n'ont pas été associés en tant que co-rédacteurs, Marie-Lise Lebranchu, Jean-Jacques Urvoise, qui ont autant de mérite que ceux qui l'ont déposé, hein, d'avoir voté pour. Donc je crois qu'il faut le dire aussi, c'est un combat qui nécessite le dépassement du clivage droite-gauche.